Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Jean Kissi du comité d'action pour le renouveau. Les numéros de l'émission sont 22 46 19 05 96 50 34 37. Le technicien du jour est Vincent Lasboga Koudoyo. Jean Kissi, bonjour. Vous êtes également secrétaire général du comité d'action pour le renouveau. Comment se porte le parti? Bonjour Pierrot Atiogo, et je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de fouler pour la première fois votre beau studio, vraiment beau et élégant. Je vous félicite, ainsi que tous les promoteurs. Non, le CAR se porte bien. Il est revenu d'une tournée revigorée par l'engouement et les encouragements des militants et des populations. Je crois que c'est le cœur très joyeux que nous sommes, en tout cas aujourd'hui, lorsque nous avons fini cette tournée dans les 5 régions du pays. Cette tournée, est-ce qu'elle a été dictée par le retour aux affaires de Maître Yahweh Agouibo? Cette tournée a été dictée par la nouvelle équipe que nous avons à la tête du parti. Ce n'est pas une question d'homme au niveau du CAR, c'est une question d'équipe et c'est une question surtout d'orientation. Nous avons fait une tournée, en tout cas, et la tournée même nous a révélé que avant que nous ne fassions le congrès les 13 et 14 janvier de cette année, les dirigeants, les anciens dirigeants dans les mains de qui nous avons laissé le parti, eux-mêmes sont allés sur le terrain pour expliquer à nos militants, à nos structures que nous avons installées depuis longtemps que le CAR n'existe plus. Alors vous comprenez que des gens dans les mains de qui vous avez laissé des structures pour lesquelles des gens ont combattu. Des gens sont morts parce que le CAR est le parti ancestral de la démocratie togolaise. Donc des gens ont perdu leur sang pour que nous mettions en place ce parti. Et arrivé à un moment, ceux dans les mains de qui nous avons mis le parti sont allés eux-mêmes vers nos militants pour enterrer le parti. C'est des éléments quand même très graves. Et quand nous sommes allés sur le terrain, nous avons vu que c'était nécessaire. On devait aller même un peu plus tôt, parce que les gens étaient étonnés. Mais il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Vous avez l'impression qu'Agouibo était un revenant. C'est comme si on est allé même leur dire qu'il est sur un lit d'hôpital ou bien grabataire qui ne peut plus se lever. Les gens sont étonnés de voir, il est vivant, mais ce qu'on nous a dit, etc. Mais je crois que c'était une bonne chose. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est surtout ce que les impressions que nous avions eues et ce que nous pouvions tirer de cette tournée pour le peuple, qui est le plus essentiel. Vous écoutez, ce n'est pas un effet de mode, c'est finalement une obligation pour votre parti de retourner sur le terrain, puisque ces derniers mois, oui, beaucoup de partis politiques font des tournées. Je crois que c'est même une obligation constitutionnelle. Là, il y a un certain nombre d'articles, 2 articles de la Constitution et de la Charte des partis qui nous font l'obligation, là, tous les partis politiques, d'aller sur le terrain et faire des sensibilisations. C'est aussi un élément qu'a commandé la situation même du pays. Parce que vous savez que depuis longtemps, le pays se trouve dans l'impasse. Alors, où est-ce que nous allons trouver les ressorts pour pouvoir savoir quel projet futur, quelle proposition, en tout cas, quelle solution pour le Togo on va proposer pour ces populations-là, si nous restons dans nos chambres, dans nos bureaux à Lomé, et qu'on l'élabore, je crois que ça aurait été mauvais. Surtout, si je tire les leçons et les éléments que nous avons reçus du terrain, mais il y a des choses que nous faisons à Lomé, il y a des comportements que nous avons à Lomé qui sont totalement aux antiposes de ce que les populations pensent sur le terrain. Et c'est bon d'avoir fait cette tournée. Si vous voulez, Nous parlerons du terrain dans un instant. Okay. Mais vous aviez dit quelque chose qui est peut-être important. Oui, en politique, il y a des déclarations qui sont faites, que ce soit ailleurs dans le monde ou ici au Togo. Vous aviez dit tantôt que le CAR, vous le désignez comme un parti ancestral de la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, naturellement. Regardez tous les partis qui sont là aujourd'hui sur la scène politique. Tous les partis qui sont là sur la scène politique, le CAR et la CDPA sont les seuls partis restants à être nés avec le processus de démocratisation. Non, fouillez dans les archives et fouillez dans la date de création. Encore que, et encore une fois, la CDPA et le CAR sont les partis dont les orientations ont existé au moment du début du processus démocratique. Vous savez que le processus démocratique a été précédé par la Commission nationale des droits de l'homme en 87, que le dirigeant du phare a piloté. Ensuite, il y a eu le phare qui a même conduit le processus démocratique, qui a été dirigé par
le président qui a fondé le CAR, qui nous a réunis pour fonder le CAR après, et puis est venu le code 1 et le code 2, que le professeur Ninevi, qui a réuni les gens pour installer la CDPA, a piloté. Donc, c'est tous ces éléments-là, c'est par ces éléments-là que je vous dis aujourd'hui que le CAR est le parti ancestral. Presque tous les autres partis qui sont nés avec le processus démocratique ont disparu ou fondu dans d'autres structures. Voilà un peu ce que je veux dire. On a compris. Nous allons parler du terrain. Le terrain, c'est, oui, vos premières impressions sur ce que vous avez vu, pas ce que les militants vous ont dit. Aujourd'hui, on dit que Lomé est en train de changer, qu'il y a des routes qui se font, qu'il y a des infrastructures qui se mettent en place. Est-ce que les villes de l'intérieur également sont en train de changer? Non, malheureusement, non. Mais c'est ce que nous-mêmes nous avons vu. Mais c'est aussi ce que les populations nous ont dit. Il n'y a pas assez d'infrastructures par rapport aux efforts que les populations font, aux cotisations des contribuables, etc. Tout ce qui part de chez eux, tous les efforts qu'ils font, par rapport aux résultats qui viennent, les populations ont l'impression qu'ils sont délaissés. Les quelques routes qui sont construites sont mal construites. Il y a les populations de la région de la Kara qui nous ont fait une révélation que nous-mêmes on est allé voir sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du contournement d'Aledjo. Oui. Ce contournement a été fait, a été mal fait, et puis il fut un temps, la question est venue chez nous à l'Assemblée, nous avons tempêté, et le gouvernement nous a dit que la société chinoise qui a fait le contournement va reprendre. La société a fait le contournement, et les populations nous ont demandé, lorsque nous sommes allés, d'aller pratiquer le contournement, de ne pas prendre la route qui passe dans la faille, d'aller pratiquer le contournement. Et quand vous contournez le contournement, la route est plissée comme un papier plissé, comme un papier qu'on a pris ensemble et qu'on a plissé, la nouvelle route qui est faite. Ça veut dire que c'est de l'argent qui est parti en l'air. Ça ne tiendra pas. La route est plissée comme tout l'état de la route, c'est un peu comme ce qu'on a fait devant le camp de Adido Gomé là. Voilà, c'est un peu l'état de la route. De petits dodanes. Voilà, mais froissé dans ces circonstances, quoi. Alors, si vous voyez ça, une route qui est nouvellement faite, et que vous savez que c'est sur des dettes qu'on a fait cette route-là, vous vous demandez comment est-ce qu'on peut être un gouvernant et qu'on s'endette sur le dos de la population pour faire des routes qui sont mal faites, qui sont déjà détruites. Ça veut dire que les populations vont être obligées de payer sur des générations à venir des choses que nous n'aurons même pas, dont nous n'aurons même pas à profiter. Il en est de même pour les infrastructures scolaires. Il en est de même pour les centres de santé, les dispensaires, dans lesquels les populations se sont plaintes qu'il n'y a pas de personnel. En fait, en réalité, quand vous faites le constat, par rapport à ce que le contribuable togolais apporte dans le budget, c'est de la misère ce qu'on produit sur le terrain. Voilà un peu. Les populations étaient furieuses. Hein? Vous ne pouvez pas imaginer la fureur des populations sur le terrain. Vraiment, c'est difficilement tenable. Voilà les impressions que nous avons reçues en allant sur le terrain. Et dans toute la région, hein, Kara est encore plus grave que ça. Non, non, les gens nous ont évoqué des éléments. Par exemple, je cite cet élément-là. Les gens nous ont dit, prenez la route qui va de Tchévier à Tabligbo. Au moins, cette route est faite. Mais ils le comparent à la route qui va de Kara, Tchévier c'est le chef-lieu de la région maritime, à la route qui va de Kara, chef-lieu de la région de la Kara, à Pagoda, dans la Bina. Et ils disent, vous avez vu? Et vous venez pourtant nous dire ici que nous votons parce que on vient nous dire que le chef de l'État vient de chez nous, donc c'est pour lui que nous votons. Mais regardez, des routes sont quand même faites chez vous et ne sont pas faites chez nous. Quelle est la particularité de cette route? De la route qui va de... Non, c'est un exemple que les populations ont donné. C'est-à-dire que... Elle n'est pas couverte, elle n'est pas recouverte. Ah oui, non, non, c'est en total mauvais état. Mais c'est impraticable. Non, non, mais c'est une calamité. Voilà le mot qu'il faut. C'est une calamité. Maintenant, sur le plan politique, vous êtes allé faire une activité politique. Qu'est-ce que les populations vous ont dit? Le premier élément que moi j'ai remarqué et qui m'a réjoui, c'est que l'engouement que les populations ont manifesté par rapport à notre arrivée sur le terrain traduit, quand vous lisez dans les lignes, vous entendez dans les lignes, traduit une nostalgie des populations à la méthode et au succès du passé.
il évoque encore avec nostalgie les réussites que nous avons eues, comment nous sommes arrivés à gérer ces problèmes de la faune qui ont entraîné des populations dans des situations difficiles, où on a enlacé certains à des hélicoptères, on les a tournés en l'air. Ils ont exprimé leur engouement par rapport au fait que nous ayons reçu le multipartisme, comment on a fait pour recevoir ça. Ils nous ont dit, mais est-ce que ce n'est pas bien que vous aussi vous pouviez venir aujourd'hui ici pour nous réunir, pour parler de partis politiques? Ça, c'est des succès que vous avez eus par le passé. Mais est-ce que vous ne voyez pas que nous avons besoin d'alternance? Et ils nous ont dit, mais la façon dont vous avez fait hier pour avoir le multipartisme, pour faire en sorte que même Gilles Christ revienne au pays, est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre de cette façon pour nous amener à l'alternance? C'est ça les questions qu'ils nous ont posées. Quand vous parlez de nostalgie, moi j'ai pensé au général Yadema. Je ne savais pas que vous parliez du cas. Vous voulez parler du cas? Oui, je veux parler du cas, parce que le général Yadema est un mauvais souvenir pour les populations, que ce soit au nord comme au sud. Donc quand je parle de nostalgie, vous pouvez comprendre que ce n'est pas de ça que je parle. Non, je parle des succès que nous avons eus face au général Yadema et à Ameyi et au général Ameyi. C'est de ça que nous parlons, c'est l'expression des populations. Et toutes les fois, ils nous évoquent, c'est-à-dire qu'ils disent, surtout dans la région de la Kara, et dans la région, la dernière région du Nord, et dans la région centrale, des savanes plutôt. Dans la région de la Kara et dans la région des savanes, ils nous disent, mais nous on est trop fatigués, on souffre trop, entendez-vous? Et ils nous disent, la façon dont vous étiez organisés hier, pour utiliser, eux ils ne l'appellent pas méthode, dans leur langue, la façon dont ils l'expriment, c'est Haché. C'est un savoir-faire, ce n'est pas ça? Et vous avez utilisé un savoir-faire pour pouvoir obtenir un certain nombre de revendications incroyables. Est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre pour utiliser la même chose, pour obtenir l'alternance, pour obtenir les locales pour nous, pour que nous puissions nous gouverner librement? Voilà un peu les termes en lesquels ils se sont beaucoup exprimés dans la région de la Kara et dans la région des savanes. Attardons-nous un peu sur ces deux régions. Là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce sont des régions qui votent majoritairement pour le pouvoir. Et vous allez, on vous parle d'alternance. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, non, effectivement, hein, vous évoquez là un paradoxe que nous-mêmes, on a trouvé, on a discuté avec eux. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que c'est dans ces régions qu'il y a souvent des soulèvements Maos, préfecture de Loti, Mango, préfecture de Tone, Savane. Mais imaginez les soulèvements, c'est là où il y a des grands soulèvements, où les populations arrivent même à affronter les forces de l'ordre aux mains nues. Donc ça corrobore un peu, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène. Il y a un phénomène, c'est que c'est des populations qui sont aigries, qui sont furieuses contre les gouvernants. Mais de la même façon, j'ai l'impression qu'il y a un mal de savoir-faire au niveau de l'opposition qui fait que nous n'arrivons pas à savoir comment mener les populations à exprimer dans les urnes et à ce que ça se traduise dans les résultats, ce qu'on remarque chez eux. Je prends peut-être par exemple un élément qu'on nous a évoqué dans la région de la Kara pour illustrer peut-être la façon dont nous nous comportons quelquefois dans l'opposition. Ils nous disent que c'est nous-mêmes qui délaissons un certain nombre de préfectures. Ça veut dire que nous, au sein de l'opposition, nous nous comportons comme si un certain nombre de préfectures, et ils ont parlé énormément de l'Akéran, ils ont parlé du Doufelgou, que nous nous comportons comme si ces préfectures sont acquises au pouvoir en place à cause du régionalisme et du tribalisme et que nous ne pouvons plus gagner ces préfectures-là. Du coup, nous ne mettrons pas l'énergie qu'il faut que nous mettons dans un certain nombre d'autres régions pour avoir des bons représentants dans les bureaux de vote. Et ils sont candidats, mais il y a des bureaux de vote où il y a nos représentants, mais il y a 0%. L'opposition se retrouve avec 0% dans ces bureaux de vote-là. Parce que nous ne mettons pas, parce que nous ne croyons pas en ces préfectures-là. Et donc, c'est le reproche qu'ils nous font. Et en même temps, ils nous disent, il n'est pas normal que nous-mêmes, on se comporte comme ça, et qu'au moment du comptage des résultats, on compte un certain nombre de préfectures, et qu'on refuse de comptabiliser un certain nombre de préfectures parce que nous disons que les votes ne sont pas bien passés là. Donc ça nous indique que la façon dont même nous devons traiter la question de l'instrumentalisation, du tribalisme et des considérations que le pouvoir fait, nous devons traiter avec prudence. Qu'un certain nombre de comportements où nous avons publié certains ont publié des résultats en sortant un certain nombre de préfectures, que la méthode, la procédure n'était pas bonne, elle n'était pas assez réfléchie. Et c'est quand vous n'allez pas sur le terrain, vous ne tirez pas ces leçons-là. Et vous restez à Lomé, vous avez l'impression que c'est tous les mots qui sont bons à utiliser, c'est toutes les phrases qui sont bonnes à construire.
Ce diagnostic, ce diagnostic qui est fait par un certain nombre de populations, est-ce qu'il n'est pas vrai quelque part? Est-ce que quelque part aussi au niveau de l'opposition, vous ne participez pas à ce que certains désignent comme une certaine instrumentalisation du fait ethnique ou tribal? Autant le pouvoir pense que certaines régions sont acquises à sa cause, autant vous pensez que justement ces régions sont acquises au pouvoir et que vous ne faites plus le travail derrière. Oui, non, en réalité, vous avez raison. L'instrumentalisation du tribalisme et de l'ethnicisme n'est pas faite par l'opposition. Elle est faite par le pouvoir. Mais il arrive, comme vous le dites, que quelquefois, nous tombons dans le jeu. Vous avez des exemples, hein, de 2015, vous avez encore des exemples, que nous tombons dans le jeu. C'est ça qu'il faut éviter. Et je reconnais, parce que si nos candidats dans l'Aquéran, nos candidats dans l'OTI, nous disent, voilà les faits, est-ce que vous voulez que nous, on revienne à Lomé et qu'on dise qu'ils ont tout faux? Non. On est obligé d'en tirer les leçons. C'est pour ça que je vous dis, on a eu, cette tournée nous a permis d'avoir les impressions, mais en même temps de tirer les leçons. Et c'est ça qui est essentiel. Nous devons savoir comment nous organiser. Si un seul parti ne peut pas maîtriser une préfecture, compte tenu d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre d'intimidations, d'un certain nombre de colonels qu'on envoie dans les régions-là, un groupe de partis doit savoir comment s'organiser ensemble pour prendre en charge ces régions-là, pour qu'on ne remarque plus ce genre de phénomène. Et c'est pour ça que, quand bien même nous n'étions pas sur cette longueur d'onde avant de partir, dans le communiqué que nous avons sorti, lorsque nous avons quitté, nous avons fait la région de Dapaon, nous l'avons ressorti parce que c'est lors de la séance, pendant la pause, que nous rédigeons à travers les éléments que nous avons reçus des populations, les communiqués. Et dans ce communiqué-là, nous avons reconnu, et je lis, que les militants ont réaffirmé leur détermination à continuer malgré tout de se battre pour l'alternance et ont insisté sur la nécessité pour les partis d'opposition de s'unir. C'est quand plusieurs fédérations viennent et ils disent ça, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas l'écouter et de ne pas le relever. Donc, nous l'avons relevé. Comment est-ce que vous allez justement matérialiser cet appel qui vous est lancé? Oui, c'est ça. Quand nous sommes revenus, c'est le travail que nous faisons sur nous. C'est le communiqué, juste voilà, le communiqué. Le communiqué. Au-delà du communiqué? Au-delà du communiqué. Maintenant, nous ne... C'est-à-dire que ce qui est dit dans les 5 régions-là, c'est qu'il y a une convergence des indignations et une convergence du fait que nous devons ensemble nous mettre ensemble. Alors nous, quand nous sommes revenus, nous avons fait déjà une réunion, nous en ferons d'autres, où nous avons pris tous les documents, toutes les notes que nous avons prises, et nous avons remarqué dedans que c'est vrai que les populations ont dit nous devons nous unir, mais nous devons nous unir pour pratiquer une méthode, nous devons nous unir pour trouver une voie pour aller vers l'alternance. Parce que ce ne serait pas la première union. Nous avons fait plein d'unions. Plein d'unions. Souvenez-vous des codes 1, des codes 2. Souvenez-vous de ce que nous avons fait pour aller à Togo Télécom 1. Ce que nous ne voulons pas reproduire. Nous ne voulons pas reproduire code 1, code 2. Nous ne voulons pas reproduire Togo Télécom 1. Parce qu'il ne suffit pas de dire de s'unir pour s'unir. Est-ce que vous voulez qu'on reproduise Togo Télécom 1? Togo Télécom 1, c'est le moment où on est resté ensemble. On est allé à des négociations. Et on nous a proposé les négociations. On a même mis quelqu'un de l'opposition à la tête des négociations. Et puis, on n'arrive pas arrivé à commencer les négociations parce qu'il s'agissait de discuter sur avec quel point on va commencer. Et rien que le point avec lequel on va commencer a fait que les négociations ont échoué sans même l'avoir commencé. Ce que vous venez d'évoquer là, est-ce que ce ne sont pas des menaces suffisantes pour dire que l'opposition a du pain sur la planche? Oui, vous avez raison. Non, c'est-à-dire que là, je ne peux pas vous répondre par un autre mot que oui. Que vraiment on a la balle dans notre camp et on a une mission tout simplement. Je l'appellerai, on a une mission que j'appellerai une mission sacerdotale. Non, je dirais que oui. Je ne ferai même pas de commentaire. Voilà. Récemment, un leader du pouvoir disait que quand eux ils sont sur le terrain, ce que les populations disent souvent porte sur le travail, sur les questions de santé, sur la question de l'économie, très peu d'allusions faites aux questions politiques. Est-ce que quelque part, ce n'est pas vous qui n'écoutez pas peut-être bien les populations? Non, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, quand je prends mes propres notes de la tournée, j'ai relevé pêle-mêle le scandale des infrastructures mal réalisées à cause du détournement. Les infrastructures scolaires et sanitaires, le manque de personnel enseignant et personnel de santé, les problèmes des mines où on ne recrute pas les gens qui viennent des localités, les problèmes des marchés où on ne construit pas les marchés là où il faut, on construit des marchés quelque part, les populations refusent d'y aller parce qu'on n'a pas travaillé avec les populations. Le problème foncier,
le problème de chefferie. Voilà des choses que j'ai notées à la main. Donc, ce qu'on dit là, ça colle avec ce que vous aviez dit. Mais, quand vous avez cité tous ces problèmes-là, les populations vous demandent pourquoi ces problèmes persistent. Ces problèmes persistent parce que depuis 50 ans, c'est la même monarchie qui gouverne le pays. Et qu'il faut changer cette monarchie. Voilà la conclusion à laquelle les populations arrivent. Oui, les populations font ces conclusions-là. Ils parlent de Faure Gnassingbé. Dire que c'est nous qui devons avoir conscience de venir beaucoup plus travailler dans ces régions-là, parce que c'est vrai qu'on vient leur dire que quand vous votez pour tel parti, vous votez pour les gens du Sud. On vient le leur dire. Mais eux-mêmes, ils sont conscients que tel que le système est aujourd'hui, s'ils acceptent ça, c'est qu'il n'y aura jamais quelqu'un de Tchaoudjo qui sera président de la République, même pas de l'UNIR, puisque ça doit venir d'une seule famille. C'est le père et le fils. Après le fils, c'est le fils du fils qui va venir. Et les gens nous ont même démontré que ce qu'ils sont en train de dire là, nous n'allons qu'à voir que ce n'est même pas le frère du fils. Parce que l'exemple, c'est que Pacha Gnassingbé est en prison parce qu'on le soupçonne de vouloir le pouvoir. Donc en fait, ce qu'on leur impose, ceux avec qui on les trompe, ils en sont conscients. Ce n'est pas une question du Nord, parce que tel que le système est formé aujourd'hui, personne de Dapaon ne sera jamais président de la République, personne de Mango ne sera jamais président de la République, personne de la Bina ne sera même jamais président de la République, d'autant plus qu'on n'accepte même pas aux frères qu'il ait des ambitions politiques, sinon il risque d'aller en prison. Donc, il n'y a que le père numéro 1, le fils numéro 2 du père numéro 1, le fils numéro 3 du père numéro 2 qui peut être au pouvoir. Ça devient une monarchie et une dynastie. Et les populations l'ont comprise. C'est à nous de travailler sur ça pour pouvoir réaliser l'alternance. Voilà. Quand on vous écoute, peut-être que dans les prédictions, on peut dire que les populations vont sanctionner le pouvoir en place. À vous écouter, est-ce que c'est ce qui va se passer? Si on travaille bien, ça ne peut arriver qu'à ça. Justement, la question, c'est de savoir quelles populations vous avez rencontrées. Ils sont ceux-là que vous avez rencontrés. Et quand vous prenez la région de la Kara, vous avez rencontré combien de personnes? Nous avons rencontré dans chaque région, à peu près, on rencontre autour de 250 à 300 personnes. Est-ce que c'est représentatif? Oui, bien sûr, je vais vous dire. Dans chaque région, on prend des délégations venant de toutes les zones. Par exemple, quand on prend l'Abina, on fait représenter 27 personnes venant de toutes les zones. C'est-à-dire que c'est nos responsables de toutes les zones de la préfecture. On ne laisse aucune zone. Ce n'est pas des gens, on prend 25 personnes à Karaville et puis c'est tout. Non, non, non. Quand on va et on décide que dans cette préfecture-là, on est prêt à accueillir 40 personnes, ces 40 personnes viennent et de Pia, et de Kouméa, et de Awangelo, et de Yadé, et de Bohou. Donc, de cette façon-là, les problèmes que vous avez dans toutes les zones, dans tous les cantons, et même certains cantons sont subdivisés en 2 zones. Donc, dans tous les compartiments des cantons-là, ils viennent, et à partir de ça, vous avez des avis assez précis sur les problèmes qu'ils ont. Sinon, on ne saura pas ce qui se passe dans tous les coins. On ne saura que ce qui se passe dans les grandes villes, et puis c'est tout. Les cantons que vous venez de citer, oui, les localités que vous avez faites, à vous écouter, est-ce qu'on peut conclure que la démocratie est totalement en marche dans notre pays? Puisqu'il n'y a pas très longtemps, quand les populations de certaines régions de nos pays participent à des réunions politiques, derrière, il y a des contre-coups, vous le savez. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les choses sont en marche? La démocratie n'est pas en marche. Les populations sont engagées pour la démocratie et ils sont engagés pour le combat. Et ils nous disent encore que si on arrive à se mettre ensemble et à leur trouver une méthode, c'est-à-dire que comment eux-mêmes nous avons exprimé le mot modalité. Voilà. Ils ont utilisé une expression que nous avons qualifiée de modalité. On leur trouve les modalités d'aller au résultat, aux attentes des populations. Ils sont prêts à se muer dans le combat derrière nous. Voilà. Mais la démocratie n'est pas encore là. C'est un combat encore dans leur tête et dans nos têtes aussi. Nous allons, vous n'êtes pas journaliste, je le sais, mais nous allons parler de la loi qui a l'importante création des communes. Cette loi a été votée cette semaine au Parlement, vous êtes député, mais je vous mets dans la peau d'un journaliste. Une journée au Palais des Congrès de Lomé et racontez-nous votre version, du matin au soir. Laquelle? Celle précisément d'hier ou bien toute autre journée? Ou bien celle de vendredi? La journée qui a consacré l'adoption du projet de loi. Ah oui. Comme un journaliste. Oui, oui. Non, mais c'est ahurissant, c'est grave et très dangereux ce que nous avons vécu. Moi, j'étais arrivé au palais, passé par le côté Kazef. Le côté Kazef que j'étais passé
pour arriver. J'ai vu des militaires cagoulés, des gilets pare-balles, de gros gilets pare-balles en main, des armes à la main, certains avec, comment on appelle ça, le coutil, là, les matraques des policiers, je les ai vus. Alors, dans un premier temps, ça ne m'a rien dit, c'est arrivé en retard. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai cru qu'il y avait une grande conférence à l'hôtel Radisson Blu. C'est ce que, jusqu'à ce que j'entre dans la salle, j'avais cru que c'était ça. Alors, quand j'étais rentré dans la salle, les travaux avaient été déjà lancés. Jusque-là, je ne savais pas que c'est pour nous que cette force de l'ordre a été déployée. Alors, on a continué les travaux jusqu'à la fin. Donc, c'est à la fin des travaux que moi, j'ai su que le professeur Gouguet avait évoqué cet élément-là au début des travaux. Peut-être que si moi, j'étais arrivé à temps, comme vous me connaissez, on va faire en sorte que nous ne participions à la séance. Ou que la séance n'ait même pas lieu. Parce qu'il n'est pas normal. Le Parlement, c'est le socle de la démocratie. Si on nous construit un palais demain, s'il y a un nom à donner à ce palais-là de l'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie qu'on va le donner. Ce n'est pas normal qu'on amène des gens cagoulés, gilets pare-balles, comme s'ils vont sur les terrains de guerre au Soudan. C'est inadmissible. Je ne sais pas, qu'est-ce que nous avons fait? De simples députés avec des papiers en main et des écritoires, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on vienne nous faire ça? Moi, c'est à la sortie que mon chauffeur m'a dit que c'est pour vous. Parce que quand je suis sorti, je suis passé par le côté de l'ONATO. À l'ONATO, j'ai vu plein de forces de l'ordre avec des matraques. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est Radisson Blu qui vient jusqu'ici? Et mon chauffeur me dit, mais patron, c'est pas pour Radisson Blu, c'est pour vous qu'on a mis tout ça. Est-ce que c'est pas pour votre sécurité? Pour notre sécurité. C'est comme ça qu'on fait la sécurité. Non, mais en fait, la sécurité avec des cagoules, des gilets pare-balles, c'est quoi? On sera attaqué par le Ghana, par la Côte d'Ivoire ou par qui? Par le Soudan? Non, je crois qu'il ne faut pas, banaliser, s'amuser avec ces questions. Non, c'est grave. Quand Aimé Gouguet a posé cette question en début de séance, vous nous dites que vous n'étiez pas là. Quelles étaient les réactions des autres députés? Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu le compte rendu, pour être honnête. Je n'ai pas encore eu le compte rendu de nos collègues. Je ne sais pas comment ils ont discuté et pourquoi la séance a pu se poursuivre. Je ne peux pas vous le dire. Les travaux se sont déroulés à l'intérieur du palais des congrès. Dehors, il y avait les forces de sécurité dont vous faites cas. Est-ce que leur présence vous gênerait ou vous a gêné? La présence n'était pas dans la salle. Donc, moi personnellement, ça dit que vous parlez de moi, dès que j'étais rentré dans la salle, j'étais concentré sur le travail. Donc, leur présence n'était pas dans la salle. C'est-à-dire que c'est des gens, on était enfermés dans la salle et eux, ils étaient dehors. Et je vous dis, au début, je ne savais même pas qu'ils étaient pour nous. Je croyais que c'était Radisson Blu. Mais je ne sais pas comment nos collègues, comment ils se sentaient. Ceux qui ont participé aux discussions au début sur la question, je ne sais pas comment ils se sentaient. Franchement, je peux dire très peu sur cet aspect-là. Donc, si vous étiez là au début, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur le travail? Non, mais si moi j'étais là au début, j'allais tempêter. Non, cette question pouvait nous prendre au moins 1 heure à 2 heures. Mais vous savez comment je réagis. Et vous avez souvent les comptes rendus. Non, comment? Si. Mais c'est inadmissible ça. On se prend pour qui? On se prend pour qui là? On n'est pas des esclaves de quelqu'un. C'est nous là, c'est tout notre argent là. C'est nous tous. Vous là, eux qui sont là-bas. C'est nous qui payons l'argent du contribuable et qui sert à armer ce pays. Alors c'est ce que nous décidons qui doit se faire en tant que peuple et en tant que représentation du peuple. On ne peut pas se permettre tous les jours de prendre des soldats avec des cagoules, des armes au poing pour venir se mettre les baïonnettes à la tempe pour que nous travaillions. Pour qui ils se prennent? Non, mais en fait, finalement, à vous écouter, c'est un peu comme si ce qui a été fait, c'était pour vous intimider. Oui, mais c'est nous qui devons décider. C'est l'Assemblée nationale qui doit décider qu'il y a une menace et que par conséquent, nous avons besoin des forces de l'ordre. Et des forces de l'ordre citoyennes qui font la protection. C'est quoi ce truc cagoulé comme si on va sur un champ de terrorisme? C'est comme si on est en Syrie là. Est-ce que quelque part, ce n'est pas pour éventuellement faire face à d'éventuels fauteurs de troubles venant de l'extérieur du Parlement? Vous avez eu des informations que le Parlement va être attaqué? Non, mais moi, parce que vous insistez. Moi, j'ai l'impression que vous avez des informations que je n'ai pas. Je n'ai pas d'informations. Mais en fait, je n'ai pas compris pourquoi, pour vous, la présence de ces soldats qui étaient là, beaucoup l'ont dit, cette présence générait autant les députés qui sont eux à l'intérieur. Oui, mais c'est lorsqu'un bâtiment est assiégé et qu'il y a un coup d'État qu'on peut aller avec cet arsenal-là pour déloger les putschistes. Mais qu'est-ce que nous avons fait là? Les parlements, c'est-à-dire que c'est les règles internationales. Les parlements ne travaillent pas
les baïonnettes sous la tempe, les fusils sous la tempe. Mais depuis, vous ne savez pas. Depuis il y a eu ce vote, est-ce que vous avez demandé à savoir la justification, la présence, ce qui justifiait la présence de ces forces de sécurité autour du palais des Congrès? Je n'ai pas encore pu le savoir. J'ai téléphoné à des collègues, mais il n'y a personne d'autre pour me répondre que peut-être le président ou le bureau de l'Assemblée nationale à la prochaine séance. On ne peut pas le savoir avant la prochaine séance. Peut-être qu'il faut approcher le professeur Goguet, Mme Ameganvi, Nicolas Agbo, pour savoir un peu comment le débat a été au début de la séance. Mais il y a une curiosité, la façon dont vous réagissez par rapport à cette présence, que depuis 48 heures, vous n'ayez pas pris des contacts pour savoir ce qui a été dit au début de cette séance et puis les démarches éventuelles qui ont été faites pour soit faire partie des forces de sécurité ou les maintenir. Même si je dis quelque chose aujourd'hui, c'est le médecin après la mort. Oui, mais les événements se sont passés, ce qui est passé est passé. Oui, à cette émission, vous auriez donné de l'information à la population. Mais malheureusement, sur ce genre d'éléments, c'est lorsque nous allons à la prochaine séance que nous arrivons à demander les informations. Il n'y a pas eu de prochaine séance avant votre émission. C'est ça qui a fait que... Et puis je ne veux pas commencer par appeler le président de l'Assemblée à la maison pour lui demander, mais comment est-ce que ça s'est passé comme ça? Finalement, la loi a été votée et dans la presse, on lit tantôt 112, tantôt 116 communes. Le Togo aura finalement combien de communes? 116 communes. Vous avez... Oui, 116 communes. 116 communes. Le golfe nord qu'ils appellent Agouenivé aura 6 et Lomé que vous connaissiez avant, qu'ils ont gardé sous le nom de golfe, aura 7 communes. Nous parlerons et de tout le reste, et puis il y aura 116 en tout. Nous parlerons de ces spécificités dans un instant, mais l'opposition n'est pas d'accord avec ce qui a été fait au Parlement. Quelles sont vos raisons? Il y a deux raisons fondamentales. D'abord, les principes d'équité. On ne peut pas imaginer que la décentralisation, la démocratie, la construction de l'économie à la base se fasse encore sur des raisons qui ne sont pas d'équité, avec l'instrumentalisation du tribalisme, l'instrumentalisation de petits intérêts, de petits milieux, etc. Mais c'est quand même dommage. Regardez ce qui s'est fait. Vous prenez, il y a des préfectures qui ont 105 000 habitants, qui ont 3 communes. D'autres préfectures qui ont même moins que ça, 100 000 habitants, qui ont 3 communes. D'autres préfectures qui ont 94 000 habitants, qui ont 3 communes. Je prends un exemple. Tandjouaré, qui a 118 000 habitants, n'a que 2 communes. Alors, je ne comprends pas sur la base de quoi c'est fait comme ça. Alors que les maires sont appelés à servir des hommes. Les maires sont appelés à servir des hommes et non des animaux. Mais comment se fait-il qu'on ne tient pas compte de la démographie? Et moi, je leur ai dit, ils disent qu'il y a plein de critères. Je leur ai dit, dans la décentralisation, les 2 premiers critères prioritaires, c'est les critères du nombre d'habitants et le critère de la densité. Certains n'ont pas compris, et dans la salle, parce qu'on ne peut pas avoir la parole tout le temps, on continue par me parler de superficie. J'ai dit, ces gens, ils n'ont rien compris. Alors là, rien compris de la classe de 6e, parce que la densité, c'est le nombre de populations qui sont sur un territoire donné, le nombre d'habitants au kilomètre carré. Alors, quand on te parle de la densité, ça veut dire qu'on te parle du nombre d'habitants et on te parle en même temps de la superficie. Et tu parles à un député de densité et il vient encore te parler de superficie. Et moi, je leur ai dit de manière très claire. Vous savez, je ne sais pas si vous étiez au courant qu'on avait fait à Sarakawa un truc de Conseil national de suivi de la démocratie. Et on a dit de la décentralisation. Et ce Conseil national de suivi de la décentralisation devait donner les grandes orientations de la décentralisation. Et le président de l'Assemblée l'a dit la dernière fois. Que si on devait trouver le consensus sur ces questions-là, c'est là où tout le monde est réuni. Tous les membres du gouvernement sont présents. Des députés sont présents. Les membres de la Chambre de commerce sont présents. Les membres du patronat sont présents. Les gens des universités, les professeurs des universités, les représentants des universités sont présents. En fait, les chefs traditionnels sont présents. Les préfets actuels eux-mêmes sont présents. Les présidents de délégations spéciales sont présents. Que c'est là-bas qu'on devait trouver le consensus sur les questions d'orientation. Et les questions d'orientation, c'est 3 questions principales qui sont des questions d'orientation de la décentralisation. Combien de niveaux de décentralisation nous allons avoir? 1. Est-ce qu'on va avoir le niveau 1, les communes, le niveau 2, les conseils de préfecture, le niveau 3, les régions? Première question. La deuxième, quel sera le découpage? Est-ce que tous les cantons seront des communes rurales et toutes les villes seront des communes urbaines? Ou est-ce qu'on va regrouper les cantons? Si on les regroupe, comment on va les regrouper? Quel nom on va leur donner?
quel canton va prendre la hiérarchie sur l'autre, ça c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau maintenant, c'est le transfert de compétences. Qu'est-ce que les maires vont gérer? Parce que le transfert de compétences dit en même temps transfert de moyens. On n'a pas fait ça. Et puis ils sont venus avec un texte où ils ont coupé, ils ont balkanisé les préfectures. Ils ont pris Kara, ils l'ont coupé en 4. Kara 1, Kara 2, Kara 3, Kara 4. Quand tu vas chez les populations, c'est ça que tu vas leur dire. C'est Kara ils ont Kosa. Oui, Kosa 1, Kosa 2, Kosa 3, Kosa 4. Vous voyez déjà, ça fait déjà la confusion. Ils ont pris Tandjouaré. Tandjouaré 1, Tandjouaré 2. Mais il y a encore bizarre. Plus bizarre que ça. Dans le Golfe Nord, qu'ils ont dénommé aujourd'hui préfecture d'Aguanivé, ils ont dit que chaque canton doit être une commune. Et chaque canton a un nom. Mais ils n'ont pas donné les noms à ces cantons-là. Ils sont allés prendre le nom d'un canton et c'est ce nom-là ils ont donné à tous les autres cantons. Ils sont allés prendre le nom du canton d'Aguanivé et ils ont donné à Legbasito le nom de Aguanivé 3. Ils ont donné à Détikopé le nom de Aguanivé 6. Mais vous imaginez des aberrations incroyables, vous êtes là, vous les regardez, vous demandez, ces gens-là, ils comprennent quelque chose, ils savent avant de faire, ou est-ce que c'est leur volonté d'instrumentaliser le pays pour continuer par prendre le pays en otage qui fait qu'ils sont allés dans des schémas comme ça? Mais c'est quand même ahurissant, quoi, ce qui se passe. Beaucoup de gens ne comprennent pas, justement, sur la question liée à la capitale. Quelque part, est-ce que Lomé, telle que nous la connaissons là et dans les prochains mois, oui, on dirait la capitale Lomé, la commune de Lomé va disparaître? Bien sûr. C'est-à-dire que si on fait les élections sur la base du texte que nous avons là, il n'y aura plus de commune de Lomé, avec ses arrondissements. Il n'y aura plus ça. Il y aura Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3. Ça veut dire qu'à motiver, Kodjovia Compagnie Konakwe peuvent devenir Golfe 1, coupés des autres, sans aucun lien avec les autres. Et bien, Aklassou peut devenir Golfe 2. Et vous aurez comme ça. Même Aplaou, tout ça là, peut devenir Golfe 6. Et puis, voilà, vous allez naviguer dedans comme ça. Baguida, Vepozo Baguida, Vepozo vont devenir Golfe 5. Et comme ça. Et puis, oui, on est là et on y va. Le Togo, comme il va, les gens sont contents d'avoir fait quelque chose de bien, de ne pas écouter les autres. Et lors des discussions, nous avons fait une proposition. Je ne sais pas si vos émissaires ou vos envoyés spéciaux vous ont fait ce rapport-là, qu'il fut arrivé un moment, la salle était tellement crispée, cristallisée en deux, divisée en deux, que mon frère Nicolas Agbo a fait la proposition d'ajourner le débat pour essayer de trouver un consensus. En évoquant l'APG, surtout que dans son passage concernant les réformes, l'APG a dit que les parties prenantes au dialogue s'engagent à poursuivre toutes les réformes visant à consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, dont fait partie la décentralisation, dans un esprit de large consensus. Et en citant les points nommément, il a cité l'équité et la transparence des élections, à savoir le mode de scrutin, le découpage électoral. Et les communes ne sont qu'un découpage qui inclut aussi un découpage électoral. Donc si on veut suivre l'APG, c'est par consensus qu'on devait prendre cette décision-là. Et Agbo, Nicolas Agbo a proposé l'ajournement. Et on a fait un black pour essayer de discuter de ces questions d'ajournement. Et tous ceux à qui on a donné la parole qu'aux délégués des sensibilités. Et tous ceux à qui on a donné la parole ont accepté l'ajournement, sauf les 3 qui ont pris la parole au niveau de UNIR. Ils ont dit non. Eux, ils avancent, ils vont voter le texte, point barre. Et ils sont allés, ils ont voté comme ça, de manière mécanique, point barre. Mais quand même, dans certains milieux, on dit que, oui, que tout n'est pas fini, que le processus est évolutif. Est-ce que c'est vrai? En fait, on a entendu des discours de ce genre, que certains députés auraient tenu ce type de langage. Mais pourquoi ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va le laisser pour demain? On est là, on est en mesure de s'entendre. On est en mesure de s'entendre pour les critères. Et moi, j'avais même proposé la dernière fois qu'on pouvait dire que toute agglomération allant de 30 000 à 70 000 habitants, à l'intérieur donc, parce que la capitale est Maos, différent, c'est un petit territoire avec beaucoup de population. À l'intérieur du pays, toute agglomération ayant 30 000 à 70 000 habitants, avec une densité de 50 habitants au kilomètre carré à 100 habitants au kilomètre carré, devient une commune. Si on dit comme ça, vous savez les regroupements, vous savez comment vous pouvez être pour être une commune. Agbo de Renfort sait s'il peut devenir une commune ou non.
Et c'est à ça que viennent d'ajouter les critères socio-économiques et les particularités géographiques. Les particularités géographiques, par exemple, c'est le fait que Soudou se trouve dans un seul coin très loin de tous les autres coins de la préfecture d'Assoli, avec une population de 8 000 à 9 000 habitants, je crois. Donc, même si Soudou n'a que 8 000, que 9 000 habitants, on peut lui donner une commune. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans les répartitions, la particularité géographique. Et la plaine de Meaux, qu'on appelait Ouest Fazao, est aussi, par exemple, une particularité. On peut revenir dans les villes, l'agglomération, grandes villes urbaines, habitants avec 100 à 300 habitants au kilomètre carré, on devient une commune. Vous savez en même temps que Lomé peut être subdivisé en tel nombre de communes et autour d'un certain nombre de cantons qui vont s'organiser. Et ces critères-là seront objectifs. Ce seront les mêmes critères. C'est vrai qu'on aura des communes avec 30 000 habitants devenant communes, mais des communes aussi avec 60 000 habitants devenant communes à l'intérieur. Mais ils savent que quand ils dépassent le chiffre de 70 000, ils sont obligés de se subdiviser en 2 communes. Et les critères agissent. Et l'équité vient de cette façon. On remarquerait ces anomalies. Nous avons fait toutes ces propositions-là. Ils ont balayé d'un revers de main parce qu'ils ont la majorité mécanique. Ils peuvent s'imposer à nous. Et pourtant, ils se promènent sur les radios pour parler de consensus. Justement, quelles vont être les conséquences dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir de ce qui s'est passé au Parlement? La cassure là qu'on a constatée entre le pouvoir et l'opposition. La cassure va s'agrandir au sein de la classe politique. Ça veut dire que tout ce qu'on parle, réconciliation, consensus, serait un leurre. On leur a demandé la dernière fois, lorsque Nicolas Gbagbo a fait la proposition, on leur a dit que pour une fois, mettez la balle à terre. Et que c'est-à-dire que c'est depuis le Conseil national du suivi de la démocratie de la décentralisation, excusez, que nous disions au niveau du CAR, qu'au niveau des communes là, on peut avoir une union nationale. On n'a pas besoin que le Togo soit séparé encore en 2 camps. Et si on le faisait, et je l'ai dit la dernière fois, ça pouvait agir sur les autres événements, notamment la révision constitutionnelle. Parce qu'on aurait su la méthode par laquelle on l'a fait à un niveau plus bas, ça permettrait de s'inspirer pour le faire à un niveau plus élevé. Mais ils n'ont voulu rien entendre. Mais c'est-à-dire que moi j'ai suivi le président du groupe parlementaire UNIR sur une radio la dernière fois, la radio Victoire FM. Si vous savez combien de fois il a répété le mot consensus, mais vous ne pouvez pas imaginer. J'ai envie de rejouer la cassette pour relever le nombre de fois qu'il a prononcé le mot consensus. Et pourtant, 5 jours après, ils vont à l'Assemblée nationale et c'est le spectacle qu'ils produisent avec des baïonnettes. Député Jean Kissi du Comité d'action pour le renouveau, je rappelle aux auditeurs que c'est lui qui est notre invité du jour et qu'à partir de cet instant, ils peuvent lui poser des questions sur nos 2 numéros, 22 46 19 05 ou 96 50 34 37. Le téléphone a commencé par sonner. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à notre invité honorable. Bonjour, mon cher. C'est Bozambo de Timbrafo. Ah, d'accord. Ok. Et ce que vous avez dit pour le repartiment de notre préfecture, notre constitution, c'est ça. Et il me semble que vous, les députés que nous avons donné l'ordre de venir faire quelque chose à l'Assemblée, pour que nous, les Togolais, nous ne pouvons pas aller à l'Assemblée, c'est vous que nous avons donné le pouvoir de faire quelque chose. Donc, il y avait des choses comme ça, et vous avez, ils ont voulu, vous avez fermé les yeux, ils ont fermé les yeux, et voté sur ça, pour mettre le Togo dans, je ne sais pas pourquoi je vais dire. Et il me semble que je suis content de vous de dire maintenant que ce n'est pas l'opposition qui a refusé des réformes, c'est eux-mêmes qui ont dit pas consensus. Quel consensus? Donc, le consensus là, donc ils n'ont qu'à nous expliquer, il faut les demander encore à l'Assemblée de nous expliquer les consensus là. Bien, merci. Bien. Allô? Allô? Oui. Ma deuxième question. Et la fois passée, j'ai appris que on m'avait dit que vous faites quelque chose comme repartir les biens d'une dame de Uni à l'Assemblée. C'est vous qui gérez la maison d'une dame de Uni. Et j'ai dit non, je voudrais savoir, est-ce que tu gères la maison d'une dame de Uni à l'Assemblée? Oui, est-ce que c'est une question il faut quand même que je lui réponde. C'est une question. Ça veut dire que tu ne peux pas dire à moi de quitter sur le pouvoir et tu gères mes biens. Donc tu ne peux pas, tu n'as pas le temps de venir me dire que quitte sur le pouvoir. Ok, moi je ne suis pas au courant de cette actualité-là. Si vous voulez apporter des éclaircissements, pas de problème. Non, merci monsieur Bozambo.
Je me souviens, non, c'était lors de la crise au moment du CAR qu'un journaliste a écrit ces énormités. Mais vous savez, moi, je ne m'arrête pas sur ça. Quand vous êtes dans la vie, vous avez un certain relief, vous aurez toujours des gens qui vous veulent du mal, des gens qui vont vous dénigrer. Je ne suis pas gestionnaire de biens, je n'ai aucune structure qui gère des biens. Non, je ne suis même pas dans ce genre d'activité, même pas pour mes parents, pour le faire pour les gens de mon parti et pour le faire pour les gens d'autres partis. C'est du mensonge, mais que ça ne vous étonne pas. Vous savez, quand vous avez fait le chemin avec quelqu'un comme Agboibo, vous êtes assez carapacé. Tout ce qui est là, même si c'est de l'acide, ça vous passe sur le corps. Voilà. La deuxième partie de sa question, c'est sur le consensus. Quelle est finalement la compréhension qu'on doit avoir du mot consensus dans notre pays, puisque ce mot a été utilisé plusieurs fois depuis le début de cette année, bien avant même. Non, mais il a raison, hein, c'est une question essentielle et importante qu'il a posée. Je le remercie pour ça. Non, le consensus. Le consensus, c'est lorsque il y a des gens ensemble, que quelqu'un a une force plus puissante que les autres, quelqu'un a une majorité, mais il met la majorité au vestiaire et il essaye de trouver un compromis sur lequel presque tout le monde, je dis presque tout le monde parce que le consensus n'est pas l'unanimité, presque tout le monde est d'accord. À la limite, il faut arriver à trouver un dénominateur commun sur lequel toutes les grandes sensibilités représentatives de la nation sont d'accord. C'est ça le consensus. C'est pour ça que je dis unir à un double langage. Je le leur dis souvent que le consensus, ce n'est pas un mot, c'est une pratique. Et que ce double langage-là, on ne peut pas l'accepter. Je l'ai dit encore à l'Assemblée la dernière fois. Et lorsque le président Tchawa a pris la parole, il a dit, il veut me répéter encore une fois que unir veut le consensus. Et il répète encore une fois que unir veut le consensus. Mais 1h30 de temps après, ils nous imposent leur point de vue sur cette loi concernant la décentralisation. Voilà. Deuxième auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Je m'appelle Kofi de Badago. Oui, Kofi, allez-y. Moi, j'ai deux questions. Bonjour, monsieur Honorable. Bonjour, mon cher Kofi. Bon, à chaque fois, je veux un peu plus de loi. Et j'ai l'impression que vous les laissez faire. Et puis, les gens, ils ont encore voté des lois. Qu'on le laisse faire. Est-ce que vous avez prévu pour les empêcher? Première question. En ce qui concerne la limitation des mandats pour les petits corps, ça vous êtes où? Je veux comprendre quoi. Non, sur la deuxième partie de la question, vous reprenez s'il vous plaît? Il dit on en est où pour la limitation de mandat? Vous êtes où actuellement? Parce que jusqu'à présent, on ne comprend plus rien. Moi-même, j'ai du mal à vous comprendre, surtout sur la deuxième partie de votre question, puisqu'il y a beaucoup d'échos. La limitation des mandats, bon, comme est-ce que ne voulait pas les contacter, ne voulait pas... Ok, bien merci, cher ami Kofi. Oui, non, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on laisse les députés de unir faire. Il ne peut pas dire ça. Si vous voyez le combat qu'on a mené vendredi dans la salle, avec des pistolets, des kalachnikovs, tout ça, au niveau de la tempe, vous ne pouvez pas dire ça. Peut-être. Mais en fait, ce que vous dites n'est pas... Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Des pistolets sur la tempe? Mais ce n'est pas grave ce qui s'est passé la dernière fois. Non, mais en fait, on prend un parlement d'assaut avec des armes de guerre. Et vous voulez qu'on soit là à dire que quoi? Qu'ils sont venus pour nous caresser, que ça c'est l'image de la démocratie? L'image de la démocratie, dans quel pays? L'image de la démocratie, c'est un parlement pris d'assaut avec des armes de guerre. Non, mais en fait, quand vous dites que vous avez des fusils sur la tempe, est-ce que ça veut pas, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Oui, mais c'est dans le langage, c'est ce qui se dit. Quand vous travaillez et on vous prend d'assaut, c'est dans le langage, tout le tas dynamique à 1000 €, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. L'expression, c'est ça la compréhension psychologique de cette question. Je suis d'accord. Okay. La difficulté jusqu'à présent, c'est que vous n'êtes pas arrivé à savoir si la présence des forces de l'ordre et de sécurité était là pour vous protéger ou était là éventuellement pour faire face à d'autres menaces extérieures. Puisque là, jusque-là... Vous n'allez pas m'amener sur le terrain. Ça n'a pas lieu d'être, c'est ce que je vous dis. Je suis député, j'ai fait le monde, j'ai fait l'extérieur, j'ai fait des études dans beaucoup de pays. Ça n'a pas lieu d'être, c'est ce que je dis tout simplement. Ok. Ça n'a pas lieu d'être.
On n'est pas en Irak sous Saddam Hussein ici. Voilà. La question de l'auditeur, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher de telles situations? Avoir des votes... C'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que, en réalité, nous tous, nous devons comprendre aujourd'hui que l'arme la plus essentielle dont nous avons besoin, c'est de travailler à donner une majorité à l'opposition à l'Assemblée. Voilà, quand nous sommes minoritaires, voilà ce que ça produit à l'Assemblée. Et de dire encore une fois que le combat, ce n'est pas une question des hommes qui sont enfermés dans une salle quelque part. C'est un combat, c'est un combat national, c'est un combat citoyen. Et c'est pour ça que nous nous appelons à un combat citoyen. Je dis, si ça doit continuer comme ça, tout le peuple doit être conscient que c'est ensemble dans un combat citoyen que nous pouvons sortir de cette situation. Et moi, je vois les éléments. Pierrot, je ne cesse de le dire. Quand je le dis, les gens donnent l'impression comme si je m'égosille. Mais je dis, là où on est là, dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir, si le peuple a envie, et si le peuple se lève encore une fois, ça va tomber. Le flux est mûr, c'est moi qui le dis. Sur la limitation du mandat, deuxième partie de sa question, est-ce que vous avez l'impression que c'est une question qui évolue, qui va évoluer? Je sais pas. Vous avez vu les derniers éléments sur cette question, que la proposition de loi portant modification de la Constitution que l'ANC et l'ADI ont envoyée est ajournée à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale donne l'argument que les gens de UNIR ne sont pas prêts à voter ce texte qui n'a subi aucun changement depuis les dernières négociations qu'on a eues à l'Assemblée, et que c'est après le travail du comité de réflexion que les gens de UNIR vont avoir dans les mains les éléments de ce qu'ils veulent. Et que ces éléments-là, ensemble avec les éléments qui sont contenus dans ce que l'opposition a envoyé, on va recommencer la séance pour travailler là-dessus. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas travailler avec le seul projet de l'opposition. Ils veulent aussi que UNIR ait en main un projet, et c'est peut-être projet face à projet que nous allons relancer cette question sur la révision constitutionnelle. Ce qui n'est pas une procédure qui intervient, qui est prescrite dans notre règlement intérieur, mais on a l'habitude, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ils ont la majorité mécanique et ils en font ce qu'ils veulent. Oui, avec ce qui s'est passé vendredi, est-ce que la question liée à la limitation du mandat et aux réformes politiques, est-ce que cette question n'est pas réglée? Et ça veut dire qu'ils ne vont plus revenir dessus, ou vous avez l'impression... Là aussi, ils vont nous l'imposer, c'est ce que vous... Non, mais en fait, c'est ma question. Est-ce que, par exemple... Comme ils n'ont pas accepté d'aller au compromis sur la question de la décentralisation, est-ce qu'ils vont accepter d'aller au compromis sur la question de la limitation du mandat? Je crois que c'est ça votre question. Mais tout ça, c'est une question de combat. Elle dit, Pierrot, moi, je ne peux rien vous dire d'autre que je suis prêt pour le combat. Et je suis prêt pour un combat citoyen. Alors, il faut que les autres aussi soient prêts. Parce que quand je parle de combat citoyen, c'est un combat qui réunit les grands courants de la classe politique, mais en même temps, les grandes organisations de la société civile, tous les contre-pouvoirs de ce pays. Quand la démocratie est confisquée, quand toutes les institutions sont confisquées, quand toutes les richesses nationales sont confisquées, il y a lieu de mettre un peu au vestiaire les appartenances et les intérêts partisans pour se muer dans un mouvement citoyen, pour pouvoir amener, c'est ce que les gens ont fait au Burkina Faso face à Blaise Compaoré. Nous ne sommes pas incapables de faire ça, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Mais vous, spécialement, Jean Kissi, on le sait, vous êtes très partisan. Comment je suis très partisan? Non, j'ai fait toutes les tentatives de regroupement de l'opposition. Non seulement je l'ai fait, mais j'ai été à l'initiative. Rappelez-vous, dans les derniers moments, le Front-Sage, le rôle que j'ai joué dedans. Quand on a quitté le Front-Sage, le CST, le rôle que j'ai joué dedans jusqu'à ce qu'on quitte. Le conclave à Novella Star, vous savez le rôle que j'ai joué. Donc, en fait, j'ai agi au niveau de ma petite personne politique sous le mandat de mes grands frères dans toutes les initiatives qui devaient amener un regroupement de l'opposition. Malheureusement, on ne s'est jamais entendu sur la méthode. On est d'accord, hein? On est bien pour se mettre ensemble. Mais c'est sur la méthode qu'on commence toujours par se quereller et que ça échoue parce qu'on n'est jamais d'accord sur la méthode. Même quand on a fait Arc-en-Ciel CST, on a été jusqu'à adopter une feuille de route. C'est au moment de l'application de la feuille de route, parce que la feuille de route nous donnait un chemin pour obtenir la réforme. Et que pas de réforme, pas d'élection. C'est au moment de la mise en œuvre de la feuille de route que les gens ont dit non, on ne va plus comme ça, on prend un candidat unique et on va aux élections. Alors que nous avons une feuille de route pour les réformes. Donc, vous ne pouvez pas dire
que non. Non, mais en fait, vous prenez tous les documents, vous me voyez à l'initiative dans tous les regroupements que l'opposition... Oui, c'est peut-être vrai, mais on connaît votre discours aussi, Jean Kissi. Oui, mon discours, oui. J'ai un discours sur la méthode que je revendique. Ah, mais là, c'est avec énergie que je revendique le discours sur la méthode. Non, je ne parle pas du discours sur la méthode. Mon discours n'est que sur la méthode. Si vous le voyez sur autre chose, vous le confondez. Pas tout le temps. Non, mais c'est toujours la méthode qui est en dessous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand je dis qu'on a dit pas de réforme, pas d'élection, et Faure est devenu candidat, et que les premiers qui sont allés déposer leur candidature sur celui de Faure, c'est ceux qui ont dit pas de réforme, pas d'élection. Ça, c'est la méthode. C'est qu'on ne peut pas dire aux populations, jusqu'à la veille des élections, pas de réforme, pas d'élection. Et que les populations ont dans leur tête, psychologiquement, ils ne sont pas préparés pour les élections sans la réforme. Et puis à la fin, vous allez leur dire d'aller aux élections quand même. C'est-à-dire, vous allez comme des perdants. On sait bien qu'on va perdre, et on va perdre. C'est sur la méthode. Quand je dis, un second exemple, pour ne pas s'éterniser sur cette question. Quand je dis, nous demandons les réformes de tous les organes institutionnels. Nous demandons la réforme de la CENI. Nous demandons la réforme de la Cour constitutionnelle. Nous demandons la réforme de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous demandons la réforme même de l'autorité de régulation des marchés. Mais que la colonne vertébrale de ces réformes-là, c'est le statut de l'opposition. Et que par conséquent, si nous obtenons les réformes, mais nous ne modifions pas l'article 2 du statut de l'opposition, et le UNI RPT va continuer par gagner les élections, est-ce que ce n'est pas la méthode? Vous voyez là que je m'attaque à une personne plutôt que sur la méthode. Je dis, ce que je dis tout simplement dans la squelette, que le statut de l'opposition est la colonne vertébrale de toutes les réformes qui permettent l'alternance. Et que par conséquent, il faut modifier le statut de l'opposition. Et que si nous gardons ce statut de l'opposition là, parce que certains en profitent, si nous le gardons, nous allons perdre toutes les élections à venir. Est-ce que ce n'est pas la méthode? Oui, quand vous parlez de méthode, quelque part, est-ce que vous êtes conscient de l'effet que ça fait, ce type de discours, au niveau des populations? Mais vous devez être courageux. Vous devez être courageux. Et finalement, quand vous faites de la politique, vous devez être courageux. Il y a des choses que vous devez être en mesure de dire. Même si vous risquez de devenir impopulaire sur un certain nombre de questions, vous devez avoir, les grands hommes ont le courage de dire les choses. Vous savez, vous avez écouté le discours de l'Église catholique en RDC. Il ne doit pas avoir de parti pris. Mais vous avez écouté le discours de l'Église catholique en RDC. J'aurais souhaité que notre ecclésiastiste ici aussi ait le même discours, surtout en voyant ce que le régime a fait avec le processus de vérité, justice et réconciliation. Revenons à votre discours. Finalement, qu'est-ce que ça apporte à l'opposition, ce type de discours? Le discours a pour objectif d'appeler à la conscience des gens, d'appeler à la réflexion des gens, d'appeler à la prise de conscience des gens pour que nous utilisons les meilleures méthodes maintenant pour obtenir. Est-ce qu'il ne le fragilise pas quelque part? Est-ce qu'il ne le fragilise pas quelque part? Non, non. Vous savez, quand vous ne vous dites pas la vérité, quand vous faites des choses, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait par le passé, au moment où on n'a pas eu le courage de se dire la vérité, on est allé à l'échec. La marche du 12 juin est allée à l'échec. L'accord cadre, son application est allée à l'échec. L'accord politique global, on n'a pas pu le faire jusqu'à aujourd'hui parce que certains ont pris dans l'accord l'engagement d'aller au gouvernement pour faire les réformes. Ils n'y ont pas été et personne n'a eu le courage de le dire. Moi, j'ai le courage de le dire et j'aurai le courage de le dire jusqu'à ce que nous venions à la bonne méthode. Croyez-moi, Pierrot. J'espère que ce courage dont vous faites cas va apporter quelque chose de bien à l'opposition et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Nous allons prendre notre auditeur. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va pas ça, je l'ai déjà motivé. Oui, allez-y pour votre question. Je dis bonjour à l'honorable. Bonjour, papa. Oui. Ce que moi je voudrais dire, vous n'avez pas pu empêcher la signature de la fondation des communes. Oui. Vous ne serait pas mieux d'attaquer le futur combat, c'est-à-dire au moins les réformes constitutionnelles et voilà. Donc, vous ne pouvez pas se préparer en conséquence pour ça. Ça c'est déjà signé. Okay. Si vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, on ne peut plus re-signer. Merci. Bien, merci. Ce n'est finalement pas une question. Est-ce que c'est dans l'urgence pour vous d'engager un autre combat sur les questions des réformes politiques? Non, c'est une très bonne proposition et je le remercie. Ce n'est pas seulement sur la révision constitutionnelle. Je crois que le prochain combat doit déjà commencer par être préparé sur deux terrains.
le terrain des élections locales et puis le terrain des réformes. Parce que ce n'est pas pour rien qu'ils se sont précipités pour voter la loi portant création des communes. Hein. C'est que, vous, en tout cas, vous connaissez le système. Si vous savez lire entre les lignes et vous savez suivre mon regard, vous sentez que dans moins d'un an, dans moins même de 10 mois, ils organiseront les élections locales. Et s'ils ont découpé les communes comme ça, l'intention derrière, vous le lisez en même temps, c'est qu'ils ont envie au moment où on aura organisé les élections locales, qu'on entende dans les chaînes du monde que UNIR a gagné 60% des localités du Togo. Et qu'on dise, lorsque les élections présidentielles vont arriver, qu'on doit commencer par se préparer dès aujourd'hui. Je suis d'accord avec Papa Sordinet. Quatrième auditeur, allô? Quatrième auditeur, allô? 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 Bonjour. Aïvi. Oui. Baguida. Oui. Oui, votre question. Voilà, j'ai comme l'impression que les oppositions sont des bavards. Chaque temps, c'est pour sortir pour dire que nous, on n'a pas accepté, mais il y a une majorité mécanique, on a voté. Jusqu'à quand ils vont se laisser faire. Et moi, je voudrais voir combien de gens qui sont allés à l'Assemblée nationale à Calusson et une Isabelle Amegandi allait, pourquoi pas aussi à Calusson pour montrer le boxer. de l'Assemblée nationale. Voilà, pour maintenant, c'est pour que M. Chapin fait partie des communautés. Il faut venir dire on n'a pas été d'accord. Tout ça là, jusqu'à quand alors nous allons rester spectateurs en suivant ce genre de choses. Ils n'ont qu'à casser les choses à l'Assemblée nationale. On a compris votre pensée, cher ami Aïvi. Est-ce que c'est possible d'aller au Parlement pour carrément aller en découdre avec Non. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous comprenez, nous, notre politique, ce que j'ai appris depuis que je suis rentré en politique, ce n'est pas de casser. Ce n'est même pas de casser l'adversaire. Non. En politique, il n'y a pas d'inimitié. Il n'y a que des adversaires politiques. Et nous, notre rôle, le travail que nous faisons, essentiellement au niveau du CAR, c'est de convertir les gens. Nous avons l'habitude de vous dire que la sève de l'orientation de notre parti, nous l'avons trouvée dans la Bible. Et c'est le passage qui dit que Jésus va chez Zachée. Ça veut dire que nous ne voulons pas la mort, ni l'extermination des gens du RPT unir. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'ils changent et qu'ensemble, nous pouvons nous impliquer dans la démocratie. L'alternance que nous voulons, nous au CAR par exemple, et que nous voulons, et c'est pour ça que nous parlons de la méthode, c'est une alternance pour tous. Ce n'est pas une alternance pour les gens de l'opposition. Ce n'est pas, eux ils ont mangé, ils nous ont volé. Les gens de l'opposition, nous aussi on va prendre, nous aussi on va manger, on va voler, on va les affamer. Et si eux aussi ils ont la chance encore de retrouver les armes un jour pour venir nous prendre le pouvoir, eux aussi peuvent manger. Ce n'est pas ça l'alternance que nous voulons. À partir du moment où ce n'est pas ça notre orientation, on ne peut pas appeler à l'Assemblée avec des caleçons pour se boxer, pour casser les choses. Non. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Taufik. Oui, Taufik. Bon. La dernière fois, lorsqu'il s'agit de parler des réformes à l'Assemblée, avant la dernière élection présidentielle, le CAR a dit de pouvoir faire encore aller et que le mandat actuel ne soit pas considéré. Et c'est comme ça. Non. Que la réforme aussi n'est pas faite. Maintenant encore, nous allons encore vers 2020. Est-ce que vous êtes prêts encore à accorder encore des mandats supplémentaires? Et de deux, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, le peuple vous a mandaté pour faire des réformes et aussi des lois. Et vos collègues de vous le disent. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale quand ce que le peuple veut, ça ne se fait pas? Merci. Oui, en fait, quand vous écoutez les questions de nos éditeurs, quelles sont vos impressions avant de revenir sur le sens de la question? Puisque quand on a écouté l'avant-dernier, il vous a demandé d'aller carrément au Parlement en tenue, en culotte, pour aller se battre. Et puis là, l'auditeur vient de dire que le CAR voulait accorder des mandats. Quelles sont vos impressions à écouter les auditeurs? Non, qu'on a du pain sur la planche. Et ça froisse le cœur quelquefois, que c'est des militants démocrates qui parlent comme ça. Mais ça aussi, il faut reconnaître, c'est compte tenu d'une certaine méthode et d'une certaine manière dont nous avons fait la politique dans le passé. Quand vous
allumez les gens à fond, quand vous secouez des épouvantails. Et c'est là où je dénonce souvent une méthode populiste. Et les gens ont l'impression que je m'attaque aux hommes. Non, ça aussi c'est une méthode. Ça aussi c'est un discours sur la méthode. Vous savez, dans ce pays pendant longtemps, on a cloué au pilori tous ceux qui vont discuter avec le pouvoir. On a dit, mais c'est-à-dire qu'un vrai homme politique là, c'est celui qui ne serre même pas les mains de quelqu'un du RPT. Mais vous avez compris que au moment où ceux qui ont tenu ce discours-là sur les autres pour dénigrer les autres, au moment où eux-mêmes ils ont franchi la porte de la présidence de la République pour aller saluer fort, on a commencé par leur reprocher la même chose. Voilà, ça doit nous amener aussi à savoir que nous récoltons toujours ce que nous avons semé et que par conséquent, il y a un certain nombre de discours, il y a un certain nombre de comportements que l'homme politique ne peut pas avoir. Et ça, c'est vrai que ça blesse. Nous avons besoin de faire de la sensibilisation. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le courage. Parce que Pierrot, vous-même, vous m'aviez tensé tout à l'heure. Si je devais suivre un certain nombre de personnes, tout le monde doit aller dans le sens unique de ce que les gens disent, ce qui plaît, les belles casses, tout le monde doit aller dans ce sens-là. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Si vous connaissez ma mère, vous aurez su qu'aucun de ses enfants ne peut jamais se comporter comme ça. C'est une femme très dure. La question de Taoufik, il parle du cas que vous aviez eu l'intention d'accorder des mandats. Est-ce que vous avez toujours cette intention d'accorder Non, entre celui qui a dit pas de réforme, pas d'élection et qui l'a respecté, et celui qui a accompagné fort aux élections, qui est-ce qui a accordé le mandat? Oui, on sait ce discours de quelle obédience ça vient. Non, ce que j'ai envie d'expliquer, et ça, je vous remercie de me donner la chance de l'expliquer encore une fois. Monsieur Christophe Tchao l'a reconnu la dernière fois et il l'a reconnu tard. Il aurait pu le reconnaître tôt. Ce pays aurait pu prendre un chemin. Il a dit sur Taxi FM. Lorsque nous sommes allés aux réformes, la première proposition de réforme, celle qui a été même reconduite aujourd'hui, c'est nous qui l'avons proposée, nous et Adi. Alors, quand nous avons proposé la réforme, nous avons naturellement dit effet immédiat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire effet immédiat? Quand nous avons dit effet immédiat, l'aile droite de l'opposition a dit en même temps, comme nous avons dit effet immédiat, là, ça veut dire que Faure ne sera plus candidat si on vote ces réformes-là. Immédiatement, les gens de Unir aussi se sont braqués et disent que la loi n'est pas rétroactive. Et du coup, ils sont rentrés dans un discours bidon qui fait honte à un pays. Ce discours de loi n'est pas rétroactive là, ça a fait vraiment honte au pays. Alors eux-mêmes, ils ont jasé dans ce discours pendant longtemps. Et après, nous avons fait une séance avec Maître Abouibo qui est intervenu sur les médias et a dit que effet immédiat, ça veut dire que la loi est d'application immédiate. Lorsqu'on vote une loi là, vous le votez, on le promulgue, ça devient d'application en même temps. Et que par conséquent, en 2014 où nous nous trouvions, si nous votons les réformes, ces réformes s'appliquent de manière immédiate au mandat 2010-2015 de Faure, qui devient le premier mandat. Ça veut dire que Faure, s'il le veut, aurait le droit d'aller encore une seule fois à des élections. En 2015, il a le droit de participer à une élection, d'être candidat, pas d'être élu, pour un mandat 2015-2020. Et que si jamais il gagnait, s'il advenait d'aventure, et je dis d'aventure, pourquoi je dis d'aventure? Parce que le premier élément de cette limitation de mandat, c'est les 2 tours. C'est-à-dire que ce qu'on avait mis là, si on arrivait à ça, ça veut dire qu'en premier article, on a déjà obtenu les 2 tours. Et de toutes les façons, même s'il était candidat, les 2 tours prouvaient après 2015 qu'on l'aurait gagné. Parce qu'il n'a remporté qu'avec 35%. Mais laissons ça de côté. Mais s'il arrivait même encore qu'on avait les 2 tours et qu'avec les 2 tours, Faure gagnait les élections, ça veut dire que tous les Togolais savent aujourd'hui que 2015-2020 là, si on a accepté ce que nous disions, ceci serait le dernier mandat de Faure. C'est ce que Christophe Tchao avait dit la dernière fois sur Taxi FM. En disant que lorsqu'on faisait les discussions, le CAR et l'ADI avaient fait une proposition intermédiaire en disant qu'il faut couper la poire en 2. Ce n'est pas qu'il faut couper la poire en 2, c'est le droit. La loi est d'application immédiate. Répétez-le et répétez-le comme de la pédagogie. La loi est d'application immédiate. Voilà. Et que si on... Et qu'ils ont dit, et c'est Tchao qui dit, ils ont dit que si les autres partis de l'opposition pouvaient se ranger à cette proposition du CAR et de l'ADI, eux aussi vont faire la concession de quitter, de mettre les compteurs à zéro pour venir à la barre. Mais eux aussi, ils n'ont pas dit dans un communiqué. Donc, du coup, nous, quand on est sorti de la salle de négociation, on a compris
chacun des deux voulait prendre une position qui empêchait les réformes. C'est ce qu'on appelle en politique une alliance objective. C'est ce que nous avions dénoncé dans le passé. Voilà un peu pour expliquer au peuple togolais, pour savoir qu'aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est son dernier, si c'est son 4e, ou s'il a encore 27 mandats à faire. Alors que ce que nous avions proposé là, ça veut dire qu'il peut même nous piétiner les testicules, on va serrer les dents, on saura que c'est le dernier, qu'en 2020, il est parti. Allô? L'auditeur qui est en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Monsieur Kokou du Flago. Oui, Kokou, votre question. Bonjour, monsieur Jean-Kissi. Bonjour, monsieur Kokou. C'est pas monsieur Pierrot. Permettez-moi d'aller un peu en arrière. Monsieur Jean-Kissi vient de dire que au cours de leur tournée, les populations, là, surtout dans les savanes et autres, que eux-mêmes, les acteurs politiques de l'opposition, font quelque chose de qui va dans comment il va prononcer le terme tout de suite. C'est-à-dire, on les banalise. Ah oui, oui. L'exemple de l'élection de 2015, que certains patrons ont donné le résultat de certaines préfectures et ont laissé certaines préfectures. C'est pas M. Jean-Kissi. Ce que vous venez de dénoncer quant à ce qui s'est passé à l'Assemblée tout de suite, en 2015, on sait que le cas n'a pas été aux élections. Mais le cas est à la CENI. Oui, c'est son droit le plus absolu. Ce qui s'est passé à la CENI, pourquoi vous n'avez pas pu dénoncer ça à ce temps-là? Les 26 élus que les autres dont vous dites viennent de proclamer. Ce n'est pas parce que sur les 42 cellules, il y avait 16 cellules qui avaient des problèmes. Les procès-verbaux, on trouvait sur certains procès-verbaux le nombre de votants supérieur au nombre inscrit. Tout ça, c'est pas ces anomalies-là qui ont fait venir même des chefs d'État de la sous-région dans notre pays. Pourquoi le cas n'a pas dénoncé ce genre de choses qui s'est passé à la CENI tant que vous étiez à la CENI? Secondo, la loi vient d'être votée. Maintenant, est-ce que l'opposition, quand le chef de l'État va, on nous a dit que les délimitations, vous ne les connaissez pas, on n'a pas donné les délimitations, c'est le chef de l'État qui va les donner. Est-ce que maintenant, quand ça sera fait, est-ce que l'opposition ira aux élections? Merci beaucoup. Merci. Je commencerai par la deuxième question. Moi, j'ai toujours dit, avant les élections de 2015, qu'en réalité, il ne faut pas, sauf cas extrême, il ne faut pas boycotter des élections locales et des élections législatives. Parce que quand vous boycottez des élections législatives et des élections locales, vous leur laissez tout, comme les délégations spéciales aujourd'hui. Et que c'est le fait d'avoir boycotté des élections législatives qui avait fait qu'ils ont eu la latitude en 2002 de modifier la Constitution et de créer un problème grave que vous et nous essayons de résoudre jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est une parole, je crois que vous pouvez... Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais il se pourrait que vous ne l'ayez pas suivi, mais aujourd'hui, vous êtes instruit de ça. Ça, c'est clair. Deuxième élément maintenant. Vous avez parlé des CENI, etc. Naturellement que nous sommes à la CENI, et c'est notre droit constitutionnel d'être à la CENI, compte tenu du nombre de députés que nous avons à l'Assemblée nationale. Maintenant, au moment des élections, nous avons dénoncé tout le monde. Nous avons dénoncé les pratiques, tout le monde. Vous savez, déjà au moment des élections, on a dit que le fichier n'est pas normal. Vous n'avez pas un fichier normal, comment voulez-vous avoir des résultats normaux? Est-ce que vous n'arrivez pas? Moi, j'aurais voulu que nous ayons le courage de nous regarder en face et de nous poser les vraies questions. Parce que quand nous faisons des courtisans, nous ne pouvons pas faire avancer les choses. Vous avez un fichier électoral qui est mauvais. La francophonie a dit que le fichier électoral est mauvais. C'est qui avait soulevé cette question-là? Le parti des Togolais. Comment son secrétaire général s'appelait à l'époque? Nathanaël Olympio. C'est lui qui avait soulevé... Alberto, le président. Alberto, le président, ok. Qui avait soulevé la question du fichier électoral. Et la francophonie est venue, la francophonie a dit que Alberto Olympio a raison. Que le fichier est corrompu. Les chefs d'État sont venus, vous avez raison. Et puis les chefs d'État ont réuni ceux qui veulent aller aux élections. Et ils ont dit, quelle était la phrase, Pierrot? Que le fichier est consensuel. Voilà. Ils ont dit que le fichier est consensuel. Et ils sont allés aux élections. Comment voulez-vous avoir des bons résultats lorsque vous avez déjà des fichiers dans lesquels le nombre d'électeurs est plus nombreux que le nombre de ceux qui sont inscrits effectivement? Comment voulez-vous avoir? Je crois qu'il faut tirer le son. Nous ne pouvons pas nous plaindre de notre propre turpitude. Il faut tirer le son du passé.
C'est tout ça que je mets dans la méthode. Oui, Jean Kissi, quand on écoute les auditeurs une fois encore, et quand on écoute beaucoup d'acteurs togolais, beaucoup parlent du passé. On rappelle beaucoup d'événements qui sont passés dans notre pays. Est-ce que ces rappels-là sont importants pour le futur de notre pays? Tout à fait. Vous êtes obligé de vous inspirer de ça pour pouvoir avancer dans le futur. Parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous avons traversé le désert avec une certaine méthode. Mais on est obligé de faire un bond en arrière. On est obligé de faire un bond en arrière pour se dire que si vous et moi, Pierrot, on est dans ce studio aujourd'hui et qu'on a le droit de parler par rapport à il y a 30 ans, il y a eu des choses que nous avons faites. Comment avons-nous fait pour avoir ces réussites, pour avoir ces succès? Pierrot, si aujourd'hui, vous êtes en mesure de sortir le dimanche matin et de dire que vous allez à l'église pentecôtiste de Koliviakopé et que vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église catholique de Hanukopé, c'est parce que certains ont fait un travail et ont eu un certain succès, parce qu'avant la démocratie, il n'y avait que 3 religions qui étaient autorisées, catholique, islam et puis laquelle? Protestant. Protestant. C'était les seules religions qui sont acceptées. C'est quelqu'un qui a lutté et qui a conduit un groupe pour qu'ensemble on puisse obtenir ça. Alors vous êtes obligé de savoir comment est-ce que dans le passé, face à un homme aussi féroce, aussi terrible qu'Yadema, vous êtes arrivé à avoir ces résultats. Et aujourd'hui, face à ce pouvoir, vous n'arrivez pas à avoir les résultats. Est-ce que vous faites les choses d'une autre manière que hier? Alors c'est ça qui fait qu'on est obligé de regarder dans le passé pour savoir comment s'avancer. Nous allons parler d'autres choses, puisque ces choses-là font également partie de l'actualité, notamment le calme qu'on observe depuis le début de cette semaine sur le campus universitaire de Lomé. Vous n'êtes pas sans savoir que oui, ce campus a été le théâtre de violence il y a quelques jours. Quel est votre sentiment sur ce calme? Est-ce qu'il va durer ou ça va se briser encore dans les heures à venir? Moi, je ne peux que faire le vœu que ce calme dure. Ce n'est pas une question de prédire de mauvaises choses. Moi, j'ai envie que ce calme dure. Je veux espérer que des gens ont tiré des leçons de ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé au campus et tout ce qui est évitable, moi, je n'admets pas quand les gens transforment en des situations graves, des situations rocambolesques, tout ce qu'on peut éviter. Parce que, Pierre-Louis, il faut être d'accord avec moi, que cette crise au campus pouvait être évitée. Elle ne pouvait même pas avoir lieu. C'est-à-dire que c'est comme si c'est fomenté de toutes pièces. Et ça, c'est inadmissible. Fomenté par qui? Les dirigeants. Fomenté par qui? Mais je ne sais pas, parce que quand vous suivez les événements, 2 mouvements estudiantins vous ont fait des assemblées. Et les enfants ont été gentils. Quand ils savaient qu'ils voulaient faire des assemblées, pour qu'il n'y ait pas de collision, un mouvement a suspendu ces assemblées pour qu'un le fasse. Celui qui a commencé ces assemblées, vous avez reçu ses responsables. Et vous leur avez proposé des choses à aller proposer à leurs militants, à leurs membres. Ils sont allés pour transmettre vos propositions à leurs membres et vous faites tomber des forces de l'ordre sur eux, vous faites tomber des gens sur eux pour venir les prendre, pour venir les tabasser. Mais vous voulez que ça produise quoi? Vous voulez que ça produise quoi? Quand vous dites que ça, on peut l'éviter, non? Vous pouvez laisser les enfants aller expliquer à leurs collègues. Et puis revenir, si leurs collègues disent non, alors vous ouvrez une négociation avec eux sur le long terme. Pourquoi il faut les piéger? Pourquoi il faut leur donner l'impression, oui, on accepte que vous allez rendre compte, et au moment où vous vous rendez compte, on tombe sur vous? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Non, finalement, on ne gouverne pas comme ça. Oui, mais vous accusez qui dans ce développement? Mais c'est le ministre qui a reçu les gens. Alors je ne sais pas où ces ordres sont venus, mais c'est le ministre qui a reçu les étudiants. En tout cas, c'est ce qui a été dit sur les médias. C'est ce qui a été dit par les responsables de l'université eux-mêmes, que le ministre a reçu les étudiants. Alors, comment se fait-il qu'au moment de transmettre les propositions que lui, il a faites aux étudiants, à leurs collègues, on leur a dit, allez-y, transmettre, c'est en ce moment qu'on tombe sur eux? Pourquoi? En tout cas, cette actualité, elle est en train d'évoluer cette semaine, puisque les étudiants qui avaient été arrêtés, certains ont été libérés, il reste 2 qui sont en détention. Et quel est votre pronostic sur le cas de ces 2 étudiants? Moi, je souhaite tout simplement qu'on les libère, les 2, et qu'on ouvre les discussions maintenant avec tous les mouvements estudiantins qui ont porté les revendications et qui ont fait des manifestations sur le terrain. Au début, comme l'autre mouvement, le MED, a décidé de surseoir à ces manifestations, le gouvernement avait la chance
de ne discuter qu'avec un mouvement, parce que c'est un mouvement qui avait maintenu, la LTDE, qui avait maintenu. Maintenant, le fait qu'ils aient arrêté les gens de l'autre mouvement a fait maintenant que l'autre mouvement a pris le devant maintenant des manifestations. Donc, il y a ceux qui ont fait les revendications et ceux qui ont conduit les manifestations aujourd'hui. Ils sont obligés maintenant de recevoir tous les responsables des mouvements estudiantins et de discuter avec eux. Moi, je crois qu'il faut libérer les autres et engager les discussions. Mais là, permettez-moi de faire une remarque. Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez de combien de fois Yadema recevait les étudiants. Yadema avait l'habitude, lorsque la chose arrive à un certain niveau sur le campus, il reçoit les étudiants. Il nous a reçus nous-mêmes, lorsque nous pilotions les mouvements. Est-ce que c'est pas une autre époque? Mais il recevait jusqu'à sa mort. Il a reçu les... Vous trouvez important que quand il y a des mouvements sur le campus qui secouent toute la nation, que le chef de l'État reste là, les mains dans les poches, à regarder, plutôt qu'un chef de l'État qui reçoit les étudiants et qui discute avec eux? Moi, j'évoque la question à chacun de faire son analyse. Moi, je trouve qu'il est mieux. J'ai même vu qu'au Tchad, lorsqu'il y a eu des mouvements, le président de la République a reçu les syndicats. Mais c'est ça, gouverner. La mission de gouverner, ce n'est pas d'avoir un bon fauteuil et un bon véhicule dans lequel vous devez pavaner, non. Gouverner, c'est gérer les problèmes des populations. C'est recevoir les populations et gérer leur quotidien. C'est ça le devoir, c'est ça la mission qui est confiée au chef de l'État. Ce n'est que cette mission que j'essaye de rappeler. Quand on regarde l'université, il y a beaucoup de diagnostics qui sont faits par rapport à cette université-là. Je sais, vous l'avez dit, vous avez fait l'université de Lomé. Est-ce que vous êtes retourné depuis à cette université? Vous êtes passé sur le campus. Quel est votre sentiment? Est-ce que l'endroit est en train d'évoluer? Puisque certains parlent de grands travaux. Je suis passé à plusieurs reprises. Et non seulement que je suis passé, vous savez que dans les 3 dernières années, j'étais celui qui bondissait toujours à l'Assemblée lorsqu'on étudiait le budget sur les questions du ministère de l'Enseignement supérieur et notamment sur les questions de l'université. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai discuté avec un certain nombre d'étudiants sur un certain nombre de réalisations qui ont été faites depuis que le président Kokoroko est venu, notamment le prolongement de la clôture, notamment le cloisonnement de l'espace qui sert de restauration au niveau du campus Nord, notamment un certain nombre d'amphis grands modèles qui sont construits, notamment l'installation des Wi-Fi. J'ai suivi tout ça. Maintenant, il est une question que les infrastructures sont une chose, mais le bien-être des gens est aussi une chose. Et c'est les deux qu'il faut mettre sur le même sikeli, sur la même balance. Et je crois que c'est de ce côté peut-être que est-ce que je dirais le professeur Kokoroko, que je dirais les gouvernants ont fauté, parce que peut-être pour les bourses et les aides à donner aux étudiants, ce n'est pas le président de l'université qui décide, mais c'est le ministre qui fait une proposition au gouvernement qui vient à l'Assemblée nationale pour que ces problèmes soient réglés. Donc je veux dire que c'est sur cet aspect-là aussi que le ministre a fauté. Et je voudrais leur dire qu'ils peuvent gouverner toutes les routes de l'université. Si ces questions ne sont pas réglées, il y aura toujours des soulèvements sur le campus. Je voudrais, si vous me donnez encore 30 secondes, rappeler que quand nous étions au campus, la bourse c'était 21 500. Moi je l'ai reçu j'ai même reçu la bourse pendant 4 mois, et parce qu'on était à la tête des mouvements, on me l'a suspendu et je ne l'ai jamais plus mangé jusqu'à la fin. On a suspendu le mien, on a suspendu pour Yogo de Vidjolé. Et quand nous sommes allés à la conférence nationale, nous avions proposé et obtenu de porter la bourse à 30 000 francs. C'était en 91. Nous sommes revenus au pays en 2007 pour constater que la bourse est descendue à 16 000 ou je ne sais combien. Je crois que c'est alors que le mode de vie, comment on appelle, le niveau de vie a évolué. Je crois que ça aussi, c'est difficile à accepter. Le pays également a évolué. Malheureusement, il nous reste à peine 2 minutes pour clôturer cette émission. Mais je voudrais vous demander, vous êtes député, ça fait pas très longtemps, ça fait combien de temps déjà? Presque 4 ans. Oui, 4 ans. Vous vous soignez aussi, vous tombez malade? Je me soigne chez les médecins, souvent je me soigne chez un cousin qui est médecin là sur la place. Ouais. Vous n'avez pas cette propension à aller voir les médecins français? Non, je ne suis pas du système. Non, pourquoi parler de système? Pour avoir les moyens, pour sauter tout le temps dans l'avion, aller se faire soigner en France,
Je crois qu'il faut faire partie des gens qui ont la possibilité de faire faufiler 6 milliards sans en laisser des traces pour qu'on puisse aller là-bas. Donc je ne fais pas partie de ces gens-là. Vous comprenez que je n'ai pas les moyens d'aller me faire soigner. Il y a une question que les Africains se posent et ils ne comprennent pas. C'est 57 ans après les indépendances, que les dirigeants de leur pays, que les élites de leur pays, certains qui ont les moyens, aillent se soigner en Europe. Et dans le même temps, la grande masse végète dans les hôpitaux qui sont devenus des miroirs. C'est vrai au Togo, c'est vrai dans plusieurs capitales. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça ne se comprend pas, tout simplement. Non, ça ne se comprend pas. Permettez-moi, je n'ai pas l'habitude d'insulter, je ne le fais même pas. Mais arriver à ce niveau, mettez-le entre griffes, c'est de la bêtise humaine. C'est de la bêtise humaine. Ouais, je le mets entre griffes, mais je le dis comme ça pour qu'on comprenne l'intensité de 2 médecins spécialistes dans leur domaine que nous avons et qui sont décédés comme ça dans des conditions où on peut éviter leur mort. Mais ça coûte combien de construire un hôpital de renom? Au moins un. L'État peut faire l'effort et il y a les moyens de construire un hôpital de renom. Les 26 milliards qu'on a donnés à la route Vaughan-en-Foin et qu'on a bouffé, ça ne peut pas permettre de construire un hôpital de renom au centre du pays, peut-être quelque part à Aouda, avec 2 hélicoptères dedans, où au moins on sait que dans des situations difficiles, tous les cas, on peut les amener là-bas et les soigner. Est-ce que ce n'est pas possible? Je ne sais pas, on n'a plus de temps. Mais Pierrot, moi je me souviens, quand j'étais jeune, d'un truc qu'on avait appelé Togo-Grain. Vous vous souvenez? Des silos de Togo-Grain qu'on avait construits. Je me souviens qu'en ce moment-là, on avait demandé aux populations de faire des cotisations, comme on fait les télétons là. Et les populations ont fait des cotisations. En ce moment, je me souviens, ils ont envoyé jusqu'à 8 milliards à l'État pour qu'il puisse réaliser ça. Si aujourd'hui, on veut construire un hôpital de renom, et que les populations croient aux gouvernants, et que les gouvernants organisent un téléthon et demandent des dons, je suis sûr que les populations sont en mesure de cotiser au-delà de 10 milliards pour qu'on construise un hôpital de renom, où on peut au moins trouver au moins une de chacune des spécialités au Togo. Pourquoi ils ne le font pas? C'est cette question de Jean Kissi qui met fin à cette émission. Jean Kissi, je rappelle, il est le secrétaire général du comité d'action pour le renouveau, également député à l'Assemblée nationale. L'émission D12 de Pyramide FM s'achève. Venceslas Boga-Koudoyo était le technicien. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.